Salut Diego. Salut Nicolas. Alors aujourd'hui, on vous propose un cas qu'on a rencontré en clinique, intitulé «Le travail, ça me gonfle». Donc il s'agit d'un homme de 40 ans qui se présente pour une adaptation de sa correction. On apprend qu'il est architecte, il dort peu, il est en procédure de divorce, sa santé oculaire est sans particularité, il utilisait jusqu'à présent des loupes de lecture de plus une, et il dit qu'il utilise un spray à la cortisone nasale pour ses allergies, ainsi que de l'alprazolam à 0,5 mg. Diego, un premier commentaire sur ces éléments? L'alprazolam est un benzodiazépine, souvent prescrit dans les cas du trouble du sommeil ou de l'anxiété. Généralement, ça donne des problèmes de vision binoculaire ou d'œil sec. Le spray à la cortisone, on s'imagine qu'il n'utilise pas tous les jours, mais assez fréquemment pour ses allergies. Super. On passe à sa plainte principale. Il nous dit qu'il n'arrive plus à lire avec ses loupes de lecture depuis une semaine et il souhaite des lunettes plus fortes pour la lecture. Qu'est-ce que tu fais de ces éléments? Alors là, la plainte, elle nous dit qu'elle est assez soudaine, c'est depuis une semaine. Généralement, on dit souvent que les troubles réfractifs, qui arrivent lentement, type la presbytie, les cataractes séniles, c'est très progressif comme changement, mais bizarrement, les patients nous racontent souvent ça, nous rapportent souvent ça comme soudain. Alors, je prends souvent l'exemple, en fait, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, c'est un élément dans leur vie de tous les jours qui change et qui fait qu'ils se rendent compte de manière soudaine. Je prends l'exemple de quelqu'un qui conduit peu avec sa voiture et le jour où il va la prendre, va se rendre compte, tiens, les panneaux étaient flous de loin. Ou quelqu'un qui conduit que de jour et pour une fois l'apprend de nuit, il va se rendre compte, tiens, les panneaux la nuit sont flous. Et donc, il nous rapporte ça de manière soudaine alors que c'est en fait progressif et lent. D'accord. Donc, première question, à ce stade, vous pensez que le problème est réfractif et dû à une pathologie de segment antérieur, à une pathologie de segment postérieur ou neurologique? On va laisser quelques secondes pour répondre à cette question. Ok Diego, c'est à toi. Avec tous les éléments qu'on a, on peut uniquement penser à réfractif. Donc, heureusement, la plupart des choses qu'on rencontre dans notre cabinet tous les jours, c'est des problèmes réfractifs. Et il n'y a aucun autre élément qui nous fait penser à autre chose. Donc Voilà. réfractif. Jusque-là, on se dit, tiens, hypermétropie décompensée, perte d'accommodation, problème de lecture, on pense uniquement à un problème réfractif. Donc on passe aux examens préliminaires. On obtient évidemment les acuités brutes. On a 2/10 d'acuité de loin, on a 2/10 d'acuité à droite et à gauche en vision de loin. Les pupilles sont de 4 mm sur chaque œil. Elles sont donc égales, rondes, réactives à la lumière, sans défaut pupillaire afférent. Les motilités sont complètes sans restriction, comme les champs visuels. Alors là, c'est pareil, on a une acuité de 2/10 de loin. Rappelez-vous que le patient porte du plus une. Donc on peut s'imaginer que c'est un hypermétrope sous-compensé. Rien ne nous fait penser à une pathologie vu qu'on a une acuité de loin faible des deux côtés. Généralement, quand on pense à la majorité des pathologies, c'est unilatéral, ou si elles sont bilatérales, c'est de manière progressive. Et Oui. encore une fois, il est beaucoup trop jeune pour avoir une cataracte. Ou bilatéral asymétrique. Exactement. Donc on passe à la réfraction subjective qui donne sur l'œil droit plus 3 avec une acuité compensée de 7/10, sur l'œil gauche plus 1,50 avec une acuité de 10/10. On apprend que l'ordonnance de l'année passée était à plan addition 1 sur les deux yeux. À ce stade, quelles sont tes hypothèses? Tout concorde pour un problème réfractif. On avait donc l'œil gauche qui était à 2/10, il était à plan de loin, avec une 50, il passe des dixièmes, problème réfractif. L'œil gauche, même avec le plus 3, il augmente de 2 à 7/10, donc le réfractif a son mot à dire. Par contre, il plafonne à 7/10. Mais si on a une anisométropie de l'ordre de 1,50, qui correspond jusqu'à présent avec les éléments qu'on a, à un problème d'amblyopie réfractive. Alors, l'amblyopie réfractive est peu profonde, on est à 7/10. Le patient, si ça se trouve, ne s'est jamais rendu compte dans sa vie qu'il avait une amblyopie réfractive. Et avant, ça a été corrigé à plan-plan. Pourquoi? Parce que ça se trouve, il ne supportait pas les corrections positives, donc il avait été laissé un plan-plan pour sûrement une acuité de 10/10 à gauche à l'époque. Ce qui nous amène à la question suivante. À ce stade, vous pensez que son anisométropie est d'origine récente, n'a pas été diagnostiquée l'an passé, est due à une erreur de réfraction dans le sens, la réfraction subjective qu'on a faite n'est pas bonne,
ou est due à sa presbytie. Tu as un petit peu répondu à la question. Ouais. Donc, toi, ta réponse, c'était que l'anisométropie n'a pas été diagnostiquée l'an passé, c'est ça? Oui, c'est une hypothèse. Ça se trouve, elle a été diagnostiquée l'an passé, mais il n'y a rien à faire. Il a 40 ans. Une amblyopie à 7/10 à 40 ans, ça reste comme ça pour le reste de la vie. Le faire un patch à cet âge-là, c'est pas possible. D'autres traitements atropines pour patcher sont plus possibles. Il n'y a plus de plasticité cérébrale pour récupérer tout ça. Donc peut-être qu'elle n'a pas été diagnostiquée, peut-être diagnostiquée mais pas communiquée, et une erreur de réfraction. Bah oui, on avait 2/10 à gauche, on est passé à 10/10. Ouais, tous les éléments vont dans le même sens. Je suis d'accord avec toi. On passe à l'examen du segment antérieur. Les paupières sont claires. La conjonctive montre une sécheresse gradée à 2+, quelques points de kératite ponctuée superficielle sur la cornée. Les cristallins sont clairs à droite et à gauche. Les tensions intraoculaires sont de 11 mm à droite et à gauche. La chambre antérieure est calme. Le corps vitré est calme. Et on passe à la dilatation. Donc, en bas à gauche, on a une photo couleur de l'œil droit. Et en bas à droite, on a un OCT donc de l'œil droit. La ligne verte ici indique l'endroit où était faite la coupe pour l'OCT. Ce qui nous amène à notre question numéro 3. En regardant les images du fond d'œil, votre impression est un décollement de rétine, un glaucome, une présence de fluide ou un rétinoschisis. Je laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors Diego, en regardant ces images, tu penses à quoi? Moi, je pense à une présence de fluide. Très rapidement, le glaucome, on n'est pas sur le nerf optique. Décollement de rétine, l'acuité ne serait pas de 7/10 compensée. La rétinoschisis, ça n'a pas la forme de l'OCT et c'est généralement périphérique. D'accord. Donc à ce stade, donc oui, on a une présence de fluide quelque part au fond d'œil, mais quels sont tes différentiels? À quoi tu penses? Pour moi, les différentiels, on peut avoir un œdème maculaire diabétique, on peut avoir un œdème cystoïde, on peut avoir une présence de membrane néovasculaire chez le fort myope ou bien de manière avec la DMLA. On peut avoir une choriorétinopathie centrale séreuse. Parmi mes différentiels, voilà ce que j'ai en tête. Ok. Donc les différentiels, lorsqu'on voit un fluide à l'OCT, alors on n'a pas d'informations sur le type de fluide, hein, ça peut être du sang, ça peut être un liquide séreux. Donc les grandes familles, ça va être une néovascularisation choroïdienne, comme tu l'as dit, dans le cas de la myopie dégénérative, de la DMLA forme humide. On peut avoir un œdème maculaire, comme dans le cas du diabète ou après une chirurgie de la cataracte un peu compliquée. Ça peut être dû à un détachement de l'épithélium pigmentaire. Ça peut être dû à différentes dystrophies maculaires et évidemment, il y a plein d'autres raisons de présence de fluide à l'OCT. Pour en savoir un peu plus sur d'où vient ce fluide, on procède à une angiographie à la fluorescéine. Tu peux nous rappeler comment est fait le test? Alors en fait, on va, avec une caméra rétinienne, on va placer le patient. Avant de le placer le menton sur la mentonnière, on va lui injecter un liquide de contraste par voie intraveineuse. Ce liquide de contraste donc, va se diffuser dans tous les artères et les veines du corps à des temps différents. Donc en fait, on va prendre des clichés qui vont faire de la rétine, qui vont faire ressortir ce liquide de contraste à différents moments pour voir les différentes phases où ce liquide pénètre dans la rétine. Donc, il y aura différentes phases au niveau de l'artère et au niveau de la veine. Et on va voir comment se comporte ce liquide au niveau de la rétine. Donc, si on regarde un peu plus près ce qui se passe au niveau du fond d'œil, donc là, on a l'OCT, on a les photos couleurs du fond d'œil, et on regarde un peu plus près ce qui se passe au niveau des différentes phases, comme tu viens de le décrire, de l'angiographie. Donc, à gauche, c'est les phases initiales, les premiers moments où on a pris des clichés, et plus on va vers la droite, plus on va vers les phases tardives. Et on voit ici quelque chose qui est très spécifique à une entité clinique. On voit en fait une fuite de fluide en forme comme de la fumée qui s'échappe d'une cheminée ou comme une éruption volcanique.
Et on va voir dans une seconde que ça, c'est pathognomonique, c'est la signature d'une entité clinique, d'une pathologie bien spécifique. Ce qui nous amène à la question numéro 4. À partir de toutes ces informations, on diagnostique une DMLA forme humide, un œdème maculaire diabétique, une choriorétinopathie centrale séreuse ou un décollement du vitré hémorragique. Alors, Diego, qu'est-ce que tu en penses? Avec tous les éléments qu'on a, et on est bien servi, on a l'OCT, on a l'angiographie et la photorétinienne, et aussi donc une mobile histoire de cas avec l'âge du patient, et ces traitements, tout concorde vers une choriorétinopathie centrale séreuse. Bravo. Donc, on va parler un peu de cette maladie, la choriorétinopathie centrale séreuse. Premier élément, c'est que c'est quelque chose qui affecte les hommes disproportionnellement, 6 fois plus que les femmes. L'incidence, elle est de à peu près 10 cas pour 100 000 habitants chez les hommes, et donc évidemment moins chez les femmes. Ça a l'air peu, comme ça, 10 sur 100 000, mais j'ai l'impression d'en voir régulièrement. Tu partages mon expérience? Alors, ça va dépendre de la population que le praticien a dans sa clinique, mais dans une société de plus en plus basée sur, qui provoque le stress via en fait l'environnement professionnel. Donc oui, c'est de plus en plus. C'est de plus en plus. Alors, on est aussi ça dépend où vous pratiquez, mais pour notre part, l'accès à la santé, enfin, un docteur des yeux est plus facile que dans d'autres pays. Donc, on arrive à temps pour voir ces problèmes de rétine chez le sujet adulte. Ok. La présentation, elle est unilatérale ou elle est bilatérale. Les taux de récurrence sont assez élevés, 32% de récurrence ipsilatérale, c'est-à-dire du même côté dans l'œil affecté, et 30% en contralatéral, c'est-à-dire dans l'œil qui au départ n'était pas affecté. En règle générale, ça affecte des gens entre 20 et 50 ans. Et ça, c'est juste évidemment statistique. Ça peut arriver à un peu n'importe quel âge. En particulier, dans le cas de l'homme de plus de 50 ans, le risque de bilatéralisation, que ça arrive dans les deux yeux en même temps, est augmenté. La femme enceinte est également un risque. Et ce à quoi tu faisais allusion, il y a une association classique qu'on retrouve quasiment à chaque fois, soit avec une personnalité de type A, des gens qui sont très méticuleux, qui sont stressés, qui dorment pas beaucoup, et ou des gens qui utilisent des corticoïdes, donc des médicaments à base de cortisone. En fait, et on va y revenir, c'est un peu le même principe. Les corticoïdes, les corticostéroïdes existent, sont sécrétés de manière naturelle dans le corps, les corticoïdes endogènes. Et il y a aussi donc, les corticoïdes exogènes. Les gens peuvent utiliser des corticostéroïdes donc, en médicaments, dans le cas par exemple d'une dermatite, d'asthme, de maladies auto-immunitaires ou dans la gestion de certaines allergies. Mais au final, c'est un excès, que ce soit du stress ou juste un médicament, on a souvent un excès de corticoïdes. Les chiffres sont intéressants. 52% des patients diagnostiqués avec une choroïdopathie centrale séreuse ont utilisé un corticoïde dans le mois qui précède l'événement. Dernier point épidémiologique, il y a une association avec l'utilisation du Viagra. Donc, un mot sur les corticostéroïdes. Donc, à gauche, on voit un dessin donc, du rein et des glandes surrénales. Les glandes surrénales sont responsables de la sécrétion des corticoïdes endogènes. Les corticoïdes, c'est une famille d'hormones. L'une d'elles, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, mais c'est également une hormone qui est très importante dans la gestion des rythmes circadiens, qui est en général sécrétée le matin et qui signale au corps que c'est l'heure de se réveiller, et qui a beaucoup d'effets cascades sur beaucoup de fonctions physiologiques et sur l'ensemble des systèmes. Il existe d'autres corticostéroïdes, comme l'aldostérone, les hormones sexuelles comme la testostérone, et également des neuromédiateurs comme l'épinéphrine ou la norépinéphrine. Et donc, l'ensemble de ces corticostéroïdes endogènes sont sécrétés par les surrénales, par différentes zones des surrénales. Les corticoïdes exogènes, donc ceux qu'on utilise soit en crème, soit en comprimé, en gouttes, sont en général utilisés pour combattre l'inflammation ou dans le cadre d'une immunomodulation.
Ça nous amène à notre cinquième question. Les corticoïdes, bon, ceux qu'on prend en médicaments, comment est-ce qu'ils agissent? En éliminant la sécrétion naturelle de cortisol, en éliminant la sécrétion naturelle d'aldostérone, en inhibant la phospholipase A2 ou en inhibant les cyclooxygénases. Alors Diego, est-ce que tu te souviens de ta pharmacologie? Très bien sur ce point-là. Et donc la réponse est en inhibant la phospholipase A2. Très haut dans la cascade. Bravo. Donc la cascade d'inflammation, une des cascades d'inflammation, on voit que l'une des premières chaînes de la réaction est permise par la phospholipase A2. Ce que font les corticoïdes, c'est qu'en fait, ils empêchent la formation de l'acide arachidonique. Ça bloque la cascade inflammatoire de manière non spécifique et ça va donc bloquer la formation de tous les médiateurs inflammatoires qui sont sous l'acide arachidonique, contrairement à d'autres anti-inflammatoires qui peuvent être plus spécifiques. Ces médicaments, ils sont importants en optométrie. On les utilise beaucoup et il faut qu'on soit conscient de leurs effets secondaires. Donc, ils ont énormément d'applications en gouttes pour l'inflammation, en particulier dans la gestion des uvéites. Et ils ont aussi beaucoup d'effets secondaires. Les grands effets secondaires des corticostéroïdes, c'est une augmentation de la tension intraoculaire, la formation de cataractes subcapsulaires et un délai de cicatrisation. Diego, un petit mot sur les effets secondaires rencontrés? Alors, les effets secondaires existent et sont réels et on peut toujours les avoir un petit peu derrière la fin, au bout, dans notre démarche, dans notre pensée quand on prescrit ces traitements. Mais fort heureusement, ce n'est pas dans la majorité des cas. L'augmentation de la PIO, ça va dépendre en plus de la classe, de la catégorie des corticostéroïdes en fonction de leur pouvoir, leur puissance. Cataracte subcapsulaire existe aussi et les délais de cicatrisation. Ce petit rappel, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser des corticostéroïdes dans les traitements d'ulcères cornéens en début de phase. Ouais. Juste une anecdote personnelle. Donc, on apprend dans les cours que la réponse d'augmentation de la tension à la présence des stéroïdes n'est pas immédiate. Elle prend, en général, on commence à s'inquiéter à partir d'une semaine, de 7 à 14 jours. Dans les livres, c'est ce qui est indiqué. Moi, j'ai l'expérience personnelle d'avoir prescrit de la dexaméthasone à un patient qui, au bout de 3 jours, avait sa tension oculaire qui avait doublé. Donc, il faut bien, comme tu le disais, il faut bien le garder à l'esprit quand on le prescrit. La dernière chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'absorption systémique. Ce n'est pas parce qu'on utilise une goutte, un collyre, que ça ne va pas passer dans le système sanguin. C'est en particulier important quand c'est prescrit à des doses importantes en termes de fréquence ou de dosage. Les corticoïdes vont passer dans le système sanguin, peuvent créer une suppression de production des surrénales, et c'est dangereux d'arrêter d'un seul coup les corticoïdes. C'est pour ça qu'on essaye de les diminuer doucement et pas d'un seul coup quand on les a utilisés pendant un certain temps. Bien sûr, et donc les collyres passent dans le corps entier, donc dans le système systémique. C'est pour ça qu'il y a des antibiotiques qui ne sont pas recommandés par la FDA américaine pour les enfants et qu'il y a certains collyres qui ne sont pas recommandés par la FDA pour les femmes enceintes. Ouais. Donc revenons à notre architecte. Donc on a diagnostiqué qu'il avait une choriorétinopathie centrale séreuse. On a vu les données qui nous montrent une forte association avec les corticostéroïdes. Et la question maintenant, c'est quel est le lien? Pourquoi est-ce que ces corticostéroïdes créent ou ont un lien avec la choriorétinopathie centrale séreuse? Diego, je te laisse commenter la coupe de rétine. Donc là, vous avez un petit rappel sur les différentes couches de rétine avec donc les OCT. On va surtout se situer au niveau de l'épithélium pigmentaire rétinien et des choriocapillaires. Donc, petit rappel, ça va se jouer là. Donc, il y a la membrane de Bruch, les choriocapillaires et l'épithélium pigmentaire rétinien. Tout va se jouer là, en fait, au niveau de la choriorétinopathie centrale séreuse. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, tu peux nous expliquer un peu le mécanisme? Alors en fait, les corticostéroïdes vont agir sur la perméabilité des choriocapillaires, donc au niveau au-dessus de la choroïde, entre la choroïde et l'épithélium pigmentaire rétinien, ce qui fait qu'il va avoir en fait une fuite de liquide qui va
passer donc sous la rétine, et donc il va y avoir une accumulation de liquide entre la rétine neurosensorielle et l'épithélium pigmentaire rétinien. Vous avez des fois certains, sans rentrer en détail, certains variables où en fait vous allez avoir un détachement aussi de l'épithélium pigmentaire rétinien. Mais dans une choriorétinopathie centrale séreuse, c'est une accumulation de liquide sous la rétine. Donc en fait, dans la choriorétinopathie centrale séreuse, l'épithélium pigmentaire est intact en termes de sa position, mais il devient hyper perméable et laisse passer les fluides sous la rétine. C'est bien ça? Exactement. Merci beaucoup. Donc là, on a tous les éléments. Sur la photo couleur du fond d'œil, on voit en fait la formation, on devine la formation d'une bulle je suis en train d'entourer avec le curseur. Donc ça fait comme une ampoule, on voit l'accumulation de fluide, même en 2 dimensions. C'est quelque chose qu'on retrouve à l'OCT avec une énorme accumulation de fluide sous-rétinien. Et l'angiographie, en fait, montre cette diffusion du produit de contraste dans les tissus dus à l'hyperperméabilité donc de l'épithélium pigmentaire. Qu'est-ce qui va arriver à notre architecte? La bonne nouvelle, même si c'est très impressionnant, en particulier à l'OCT, c'est qu'il y a 90% de récupération complète à 8 semaines. Alors, ça veut dire quoi, récupération complète? Ça veut dire que souvent, on va récupérer 10 dixièmes corrigés comme acuité, mais ce sont souvent des patients qui vont se plaindre de métamorphopsie. En particulier, ça, c'est identifiable à la grille d'Amsler. Une remarque là-dessus, Diego? C'est souvent important, la grille Amsler. On pense que c'est rien, mais sur les petites pathologies comme la choriorétinopathie centrale séreuse, mais pas très élevée, ça va être très difficile de l'observer, surtout en 2D. Et la grille d'Amsler va être positive, va avoir un défaut, donc nous aide énormément. Et ça peut nous aider aussi, hein, si ça dure longtemps, pour un suivi, le patient, il peut la garder donc une grille d'Amsler chez lui, et si ça empire, qu'il revienne nous voir. En fait, je crois que le message ici, c'est quand on a une meilleure acuité corrigée qui n'est pas à 10 dixièmes, mais qui n'est pas non plus mauvaise, 8, 9 dixièmes, et qu'on ne voit rien en fond d'œil en 2D, donc avec une lentille de Volk, c'est souvent intelligent de faire une grille d'Amsler qui va être positive dans la plupart des cas quand il y a un fluide rétinien. Dans le cas de cette maladie, il y a 30% de récurrence, donc c'est beaucoup. La conduite à tenir, ou ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'éliminer ou de réduire les facteurs de risque. Donc, on va essayer de réduire le stress. On va essayer de réduire l'utilisation de cortisone quand c'est possible, en coordination avec les autres praticiens. En termes de traitement, il était utilisé par les rétinologues, la photothérapie dynamique, PDT, était utilisée. Je crois que c'est plus du tout à la mode. Non, ça a arrêté. On peut utiliser des diurétiques comme l'acétazolamide qui va en fait permettre une évacuation des fluides de différents tissus. On peut utiliser des médicaments de la famille des bêta-bloquants puisqu'ils s'opposent directement à l'action de l'épinéphrine et de la norépinéphrine. Les anti-VEGF sont utilisés très souvent lorsqu'il y a une présence de fluide dans la rétine. Donc, il était logique de se poser la question de savoir s'il fonctionne dans cette maladie. Et la réponse est non. C'est l'une des rares pathologies où il y a un fluide sous-rétinien où les anti-VEGF ne fonctionnent pas. Et le dernier point, c'est l'utilisation d'agonistes des corticostéroïdes comme la spironolactone, puisque, comme Diego nous l'a expliqué, c'est ces corticostéroïdes qui vont altérer la physiologie cellulaire et augmenter l'hyperperméabilité de l'épithélium pigmentaire. Diego, un commentaire sur ce cas? Cas très intéressant, cas généralement qui rentre très bien dans les critères de sélection du patient, à savoir l'âge. Vous allez toujours avoir les gens stressés et qui sont dans cette tranche d'âge de 20 quarantaine, de la vingtaine à la quarantaine. Ouais. Et je pense que l'une des choses à retenir ici, c'est quand il y a un changement, une augmentation de l'hypermétropie unilatérale, il faut toujours penser que ça peut être lié à l'accumulation de fluide. Il y a des changements réfractifs bilatéraux, une augmentation de la myopie, une augmentation de l'hypermétropie bilatérale, modérée.
c'est pas très inquiétant. On pense à d'autres choses, il y a d'autres choses à vérifier. Mais un changement unilatéral hypermétropique, il faut vraiment éliminer la présence de fluide au fond d'œil. Et je rajoutais juste une chose, c'est vraiment là, vous voyez, dans ce cas-là, on pensait tous, on avait tous les éléments pour un problème donc de lunettes, problème de correction, et le fond d'œil nous a montré que l'origine était autre qu'un problème réfractif. Donc le fond d'œil, très important. Diego, merci beaucoup. Merci Nicolas.